A dramatic image out of Matamoros, Mexico. 5 men found tied up near a pickup truck in the same area where the abduction of 4 Americans took place. A handwritten note on the truck's windshield claiming to be from the Gulf Cartel. Il y a eu des moments où les Hells Angels, redoutés à travers l'Amérique du Nord et en Europe, ont cru pouvoir s'aligner sur le même plan que les cartels mexicains. Mais pénétrer dans leur territoire, c'est un tout autre monde. Au Mexique et en Amérique centrale, les motards ont tenté de mettre en place leur propre réseau de contrebande, espérant contourner les intermédiaires. Cette initiative a été perçue comme une trahison pure et simple. Pour les cartels, les motards n'étaient jamais des partenaires, juste des clients. Et lorsque les dettes s'accumulaient ou que la loyauté était remise en question, la réponse était brutale. Enlèvement, torture, exécution suivaient, prouvant que même les Hells Angels ne pouvaient pas rivaliser avec les cartels. Ces motards des Hells Angels croyaient que leur puissance les rendait invulnérables. Le cartel leur a montré qu'ils avaient tort et leur fin a été sauvage. Matteo Barbu Bellon, connu dans les cercles criminels canadiens sous le surnom de Barbu, signifiant barbu, était un malfaiteur de haut rang, profondément lié à la mafia des Hells Angels et au cartel mexicain. Sa carrière criminelle s'étendait des rues du Québec jusqu'aux stations balnéaires de la Riviera Maya au Mexique. En fin de compte, sa tentative d'acquérir pouvoir et indépendance allait s'avérer fatale. Voici l'histoire complète de Matteo Barbu Bellon, depuis son ascension précoce dans l'underground canadien jusqu'à sa mort violente dans un pays étranger. *** Début criminel au Canada *** Né et élevé dans la province du Québec, Bellon s'est impliqué dans le crime organisé dès son jeune âge. Dès ses 30 ans, il avait acquis une réputation de grand trafiquant de drogue au Québec, opérant dans l'ombre de l'infâme club de motards Hells Angels. Les autorités canadiennes le connaissaient comme un transporteur de cocaïne lié aux Hells Angels. Son surnom, Barbu, était largement reconnu dans le milieu criminel québécois, et il avait tissé des liens avec des motards influents. Son ascension fut facilitée par la culture des motards hors la loi au Québec. Les Hells Angels dominent une grande partie du trafic de drogue dans la province et entretiennent des connexions internationales étendues. Bellon est devenu un fournisseur clé et associé des Hells Angels, transportant de la cocaïne et d'autres stupéfiants pour eux. Il aurait été lié à un cartel qui exportait de grandes quantités de cocaïne du Mexique vers le Québec, voire monté jusqu'à devenir l'un des confidents de confiance du chef de ce cartel. Ce statut témoigne de la hauteur à laquelle Bellon avait gravi la chaîne d'approvisionnement transnationale. Il n'était pas un simple dealer de rue, mais un acteur de haut niveau coordonnant des livraisons internationales. Lien avec les Hells Angels en s'alliant aux Hells Angels, Bellon s'est intégré à un vaste réseau criminel. Il travaillait étroitement avec des figures marquantes du gang de motards. L'un de ses associés rapportés était Seyomak Salmisefedine, connu sous le nom de La Perse, un leader au sein des Hells Angels. De telles relations suggèrent que Bellon était profondément ancré dans la hiérarchie de la mafia motarde. En 2022, les forces de l'ordre canadiennes ont lancé Opération Percutée, une enquête visant à démanteler un réseau criminel approvisionnant les Hells Angels en drogue. À cette occasion, tant Bellon que sa femme, Andréane Vignola-Sullivan, ont été ciblés et inculpés, notamment pour possession illégale d'armes à feu et utilisation négligente d'une arme. Face à une pression juridique croissante, le couple a décidé de fuir le pays plutôt que d'être arrêté. Ainsi débutait sa nouvelle phase à l'étranger. Exil au Mexique et alliance avec les cartels en 2022. Bellon a quitté le Canada avec sa compagne et leurs jeunes enfants, puis s'est installé dans la région Caraïbe du Mexique. Ils se sont d'abord cachés dans l'état d'Oaxaca avant de s'installer à Playa del Carmen, sur la Riviera Maya, à la fin de l'année 2022. En utilisant des identités falsifiées pour éviter la détection, Bellon cherchait à reconstruire son empire sur un sol étranger. Plutôt que de se tenir à l'écart, il s'est engagé encore davantage dans le trafic de drogue, désormais directement à la source. Construction d'un réseau de drogue dans le paradis Playa del Carmen, avec ses hôtels luxueux et son afflux constant de touristes, est devenu ces dernières années à la fois un refuge pour les fugitifs internationaux et un champ de bataille pour les opérations des cartels. Bellon n'a pas perdu de temps à s'y implanter. Dès son arrivée, il a organisé et dirigé une équipe de trafiquants de drogue canadiens basés dans la région. La mission de cette équipe était claire: acheminer des stupéfiants, principalement de la cocaïne, du Mexique vers le Canada, notamment le Québec. En somme, Bellon a établi une cellule narco-canadienne sur la Riviera Maya, exploitant ses contacts au pays et ses nouvelles alliances locales. Alliance avec Los Chapitos crucialement. Bellon ne pouvait pas opérer au Mexique sans le soutien des puissances cartellaires locales. Il a trouvé cet appui chez Los Chapitos, la faction du cartel de Sinaloa dirigée par les fils de Joaquín El Chapo
Guzman. Grâce à ce partenariat, les fils de Chapo lui fournissaient de grandes quantités de cocaïne et de fentanyl, qu'il faisait ensuite passer au Canada avec l'aide de ses anciens alliés, les Hells Angels. Ce partenariat transfrontalier était mutuellement bénéfique. Le cartel mexicain obtenait un accès au marché canadien, tandis que Bellon recevait une fourniture régulière de drogue à fort profit. Les médias mexicains ont plus tard décrit Bellon comme l'un des chefs les plus recherchés de Montréal, ayant tissé des alliances puissantes avec les dirigeants de cartels et des fonctionnaires mexicains corrompus. En effet, on rapporte qu'il avait des contacts corrompus au sein de la police mexicaine, protégeant ainsi ses opérations. En vivant sous une identité mexicaine fausse et avec une protection locale, il menait une vie fastueuse sur la côte, tout en restant un fugitif recherché chez lui. Astérisque activité criminelle continue sous couverture astérisque même à l'étranger, Bellon est resté actif dans la direction du trafic de drogue au Canada. Les enquêteurs pensent qu'il a continué à tirer les ficelles d'un important réseau de cocaïne au Québec à distance. En somme, il a tenté de gérer un empire dual, un pied dans l'underground canadien, l'autre dans le Mexique. Cette entreprise transcontinentale était lucratrice, mais extrêmement dangereuse. Elle plaçait Bellon à l'intersection de plusieurs structures criminelles, chacune dotée de sa propre brutalité. Son audace s'est manifestée en avril 2024. Lorsque la police locale de Playa del Carmen l'a brièvement arrêté lors d'un contrôle routier ordinaire. Il avait été pris en possession d'un revolver, de munitions et d'une quantité de ce qui ressemblait à de la méthamphétamine. Étrangement, il a été libéré peu après, sans accusation grave. Cette libération suspecte a alimenté les rumeurs selon lesquelles Bellon disposait de relations influentes, peut-être même au sein du cartel, qui lui avaient permis de s'échapper. Son SUV de luxe a été saisi, mais il s'est simplement procuré un autre véhicule haut de gamme et a poursuivi sa vie comme si de rien n'était. Vers la fin de 2024, Bellon savait probablement qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il avait des ennemis de tous côtés, les autorités canadiennes le recherchaient toujours, et au Mexique, il opérait dans un monde souterrain extrêmement dangereux où les alliances pouvaient se briser en un instant. Des rumeurs circulaient sur son ambition croissante, on disait qu'il cherchait à établir son propre réseau indépendant de drogue au Mexique. Une telle initiative serait perçue comme une trahison par le cartel, et dans le monde violent du narcotrafic, toute tentative de concurrence peut être une condamnation à mort. L'assassinat à Playa del Carmen, la saga criminelle de Bellon, a atteint son point culminant avec brutalité le 21 décembre 2024, à Playa del Carmen. Ce jour-là, Matteo Barbu Bellon a été abattu en pleine lumière, dans le parking d'un centre commercial élégant. Il venait tout juste de terminer une séance d'entraînement dans une salle de sport locale, et monté dans son Jeep SUV quand deux tueurs à moto l'ont attaqué. Les assassins ont mitraillé Bellon à courte distance, lui infligeant au moins 5 balles à la tête avant de s'enfuir à vive allure. L'attaque a été rapide, audacieuse et parfaitement exécutée, ne lui laissant aucune chance de survie. Les autorités locales ont trouvé Bellon affalé sur le siège conducteur, criblé de balles. Témoins et passants étaient choqués par cette scène violente. Il était immédiatement clair qu'il s'agissait d'un assassinat ciblé. Les enquêteurs ont noté les marques caractéristiques d'un meurtre commandité par un cartel. 2 tireurs à moto, plusieurs impacts à la tête, fuite rapide. Qui a donné l'ordre? Peu après, les spéculations ont commencé sur l'identité de celui qui avait ordonné l'assassinat. Étant donné les liens criminels de Bellon, il n'y avait guère de doute que cette exécution constituait une vengeance du monde souterrain. Les rapports concluent que l'attentat a été ordonné par la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa, le groupe précisément qui avait jadis été son partenaire. En somme, le cartel avec lequel il avait collaboré est devenu l'agent de sa propre perte. Les théories sur le motif varient. Certains pensent que Bellon s'est désolidarisé des Chapitos pour des raisons de loyauté ou d'argent. D'autres suggèrent qu'il aurait tenté de construire son propre réseau de trafic, considéré comme une trahison. Une autre hypothèse est qu'il devait une dette importante au cartel. Enfin, son arrestation plus tôt en 2024 pourrait l'avoir rendu une menace. Quel que soit le motif, le message était clair. Personne ne trahit le cartel sans conséquence. Conséquence est porter la mort de Matteo Barbu. Bellon a fait trembler les milieux criminels du Mexique jusqu'au Canada. Au Québec, l'assassinat a fait la une des journaux. Voilà un homme qui avait échappé à la justice canadienne, s'était réinventé en narcotrafiquant international, et avait fini par connaître le sort classique d'un gangster, une mort violente à l'étranger. Les forces de l'ordre canadiennes, qui détenaient un mandat d'arrestation contre lui, ont probablement vu sa disparition comme la résolution d'une affaire bien qu'aucun procès ni justice ne puisse désormais avoir lieu. Bellon a emporté ses secrets dans la tombe, tué par ceux mêmes qui étaient censés être ses alliés. Les autorités mexicaines ont lancé une enquête, mais comme tant d'exécutions organisées par les cartels, identifier les auteurs a été presque impossible.
Son meurtre souligne la présence croissante des mafieux canadiens au Mexique et les risques auxquels ils sont exposés. Il n'était pas le premier mafieux canadien assassiné ces dernières années, et certainement pas le dernier. Son histoire illustre comment la criminalité organisée canadienne s'est infiltrée dans les réseaux des cartels mexicains, créant des alliances dangereuses transfrontalières. Pour les Hells Angels, la perte de Bellon a été un coup dur pour leur chaîne d'approvisionnement en drogue, mais un revers qu'ils ont pu absorber. D'autres chefs canadiens, comme Ryan Wedding, étaient déjà actifs et comblaient le vide. Le business a continué, même alors que la vie de Bellon s'achevait de façon brutale. Un avertissement moral en définitive, la vie de Matteo, barbu, Bellon ressemble à un chapitre sanglant tiré d'un thriller criminel. C'était un gangster élégant, qui fréquentait les patrons de motards et les capots du cartel, vivant dans l'opulence, en exil sur la plage. Mais son destin rappelle cruellement les dangers du monde de la drogue. Peu importe à quel point vous montez, il y a toujours quelqu'un de plus haut. Si vous franchissez les limites, vous pouvez tomber en un instant. L'essai de Bellon de jongler entre les allégeances des Hells Angels et du cartel de Sinaloa, voire de s'affranchir pour créer sa propre structure, s'est retourné contre lui. La criminalité organisée est un monde de alliances changeantes et de calculs impitoyables. Il a trouvé de l'opportunité dans ce monde, mais aussi la trahison et la mort. Son exécution au Mexique était un message du cartel. La loyauté est absolue, et l'ambition doit être maîtrisée. La saga de Matteo, barbu, Bellon s'étend de l'underground criminel de Montréal aux zones contrôlées par les cartels au Mexique. C'est une histoire de crime et de châtiment sans juge ni procès. Il a vécu par la force des armes, et est mort par elle exécuté dans un pays étranger, loin de chez lui, pour les péchés qu'il avait autrefois rendus puissants. Sa montée et sa chute illustrent la mondialisation de la criminalité organisée, où un gangster canadien peut conclure des accords avec les rois du Mexique et payer le prix ultime quand ces accords tournent mal. Le déclin de Jimmy Cournoyer, le roi canadien de la drogue à milliards Jimmy Cournoyer, surnommé parfois le « playboy du cannabis » ou le « roi du pot », était un chef de la drogue canadien qui a construit un empire multibillionnaire du cannabis grâce à des alliances extraordinaires dans l'ombre. À son apogée, son organisation réunissait la bande de motards Hells Angels, des familles de la mafia italo-américaine et le puissant cartel de Sinaloa au Mexique. Il est devenu l'un des plus grands fournisseurs de cannabis aux États-Unis, notamment pour New York et la côte américaine, faisant entrer plus de 100 000 kg de marijuana canadienne aux États-Unis, tout en injectant les profits dans l'achat de cocaïne mexicaine. Son empire était vaste et extrêmement lucratif, mais a finalement dégringolé après avoir outrageusement mis de côté un fonds de 2 millions de dollars destiné à l'assassinat d'informateurs, une décision qui accéléra sa chute et son arrestation. Astérisque début dans le Québec astérisque né en octobre 1979 à Laval, au Québec, Jimmy Cournoyer s'était lancé dans le trafic de drogue dès son adolescence. Sa première rencontre avec la justice survint à l'âge de 18 ans, quand la police de Laval l'avait surpris en train de cultiver quelques plantes de marijuana dans son appartement en 1998. Il plaida coupable et fut libéré sous probation, une peine clémente qui n'entama pas ses ambitions. Moins de 2 ans plus tard, Cournoyer était de retour. En 2000, il fut arrêté pour la vente de marijuana depuis son Jeep sur la réserve Mohawk de Kanesatake, près de Montréal. Encore une fois, il plaida coupable et évita une peine de prison sérieuse. Mais en 2001, sa chance tourna court. Cournoyer s'était inscrit dans un hôtel de Toronto afin de vendre 10 000 comprimés d'ecstasy pour 65 000 $ à un acheteur qui s'avéra être un agent infiltré. Tentant de fuir, il brandit même un pistolet chargé de balles perforantes, mais les forces de l'ordre parvinrent à l'arrêter. Cette fois, le jeune contrebandier purgèrent une véritable peine de prison. Quelques mois derrière les barreaux se révélèrent formateurs, bien que pas comme l'espéraient les autorités. Il tira des leçons de ses erreurs et ajusta ses méthodes. Il jura de ne plus jamais être physiquement touché aux stupéfiants, et étendit son réseau d'acolytes afin de se protéger du contraband. Autrement dit, il se transforma d'un revendeur actif en chef d'organisation. Construction d'un empire de drogue d'1 milliard de dollars au début des années 2000. Jimmy Cournoyer commença discrètement à assembler un consortium international de trafic de drogue. Il recruta des lieutenants de confiance et établit des partenariats qui transformèrent son entreprise en une opération d'1 milliard de dollars. Parmi ses principaux associés se trouvaient Mario, Diego, Racine, un autre Québécois qu'il avait rencontré grâce à sa sœur, une mannequin de lingerie devenue sa petite amie. Racine fut envoyé à New York pour gérer la distribution sur la côte est, supervisant de gigantesques livraisons de cannabis cultivé en Colombie-Britannique que son groupe acheminait vers le sud. Ce cannabis, incluant des variétés prisées telles que le sourd diesel, était livré en grande quantité, pouvant atteindre jusqu'à 200 livres à la fois, aux principaux distributeurs, qui le revendaient ensuite en petites quantités dans les rues. Un autre allié essentiel était Patrick Pess, un contrebandier quadragénaire originaire du Québec,
handicapé d'une jambe, qui permit à Cournoyer de conclure un accord avec la mafia des Hells Angels. Grâce au contact de Pes, des membres des Hells Angels acceptèrent de transporter de grosses cargaisons de cannabis de la Colombie-Britannique à travers le Canada jusqu'à Montréal, dissimulant des ballots de weed sous des bâches dans des camions remorques. Ce n'étaient pas des amateurs sur moto, mais des trafiquants expérimentés utilisant des semi-remorques, acheminant le contraband depuis des exploitations de culture du Pacifique Ouest, certaines dans des serres high-tech équipées de filtres à charbon et d'alimentation hors réseau, vers des entrepôts à Montréal. À Montréal, l'équipe de Cournoyer conditionnait et préparait le produit, y compris la fabrication de comprimés d'MDMA, ecstasy, et de cannabis hydroponique. De là, les drogues étaient acheminées vers les États-Unis principalement via le territoire Mohawk d'Akwesasne, réservation de Saint-Régis, située à cheval sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Le réseau de Cournoyer s'appuya sur des contrebandiers autochtones qui connaissaient parfaitement les méandres et chemins secondaires de la région. Ils transportaient le cannabis à travers le fleuve Saint-Laurent en petits bateaux et en hiver, sur des motoneiges glissant sur la glace. Ces agents locaux, comme Kenneth Créé, un homme d'Akwesasne, furent si efficaces qu'ils accumulèrent des piles d'argent littéralement cachées dans leurs meubles domestiques. Les autorités américaines notèrent plus tard que la réserve constituait un corridor idéal pour le trafic, avec son réseau complexe de routes privées et de quais longtemps utilisés pour des activités illégales. Une fois franchi la frontière, au sein de l'État de New York, le cannabis canadien était acheminé vers des caches à New York City, dans les quartiers de Queens, Brooklyn et Staten Island, ainsi que vers des points de stockage aussi éloignés que la Pennsylvanie, la Caroline du Nord ou la Californie. La majeure partie du produit était destinée au marché noir de New York, où la demande était insatiable. Dès la fin des années 2000, on pensait que Cournoyer était le plus grand fournisseur de cannabis dans l'histoire de New York City. * alliance avec la mafia et les cartels ***, ce qui rendait l'entreprise de Jimmy Cournoyer exceptionnelle, c'était sa capacité à unir des groupes criminels disparates en une alliance mutuellement profitable. À New York, la famille Bonanno, l'une des célèbres 5 familles de la mafia américaine, avait des associés distribuant le cannabis canadien de Cournoyer dans les rues. Un dealer lié à la Bonanno, John Venizello, traitait des millions de dollars de cannabis de Cournoyer et gérait même un club de strip, propriété de la mafia, comme couverture commerciale. Au Canada, la famille Risuto, la branche sicilienne de la mafia qui dominait le monde souterrain de Montréal, devint partenaire de Cournoyer pour la partie coque de l'opération. Voici comment cela fonctionnait. Après la vente massive de cannabis aux États-Unis, profitant de bénéfices colossaux, l'organisation de Cournoyer transférait les revenus, souvent par avion privé, en Californie et en Arizona. Là-bas, ces agents utilisaient cet argent pour acheter de la cocaïne au cartel de Sinaloa, l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes au monde. La cocaïne était ensuite introduite au Canada et remise à la mafia Risuto, qui la revendait sur les rues canadiennes. Les profits tirés de ces ventes étaient ensuite réinvestis dans le business du cannabis de Cournoyer, bouclant ainsi un cycle lucratif de trafic transfrontalier reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce consortium de groupes criminels était parfois simplement appelé le consortium. En combinant leurs expertises, les réseaux de transport des motards, l'accès frontalier des contrebandiers autochtones, la distribution et le blanchiment d'argent de la mafia, ainsi que l'approvisionnement en cocaïne du cartel Cournoyer avaient effectivement créé un empire mondialisé de stupéfiants. Entre 1998 et 2012, le réseau de Cournoyer aurait trafiqué environ 1 milliard de dollars de stupéfiants, dont plus de 220 000 livres de cannabis, environ 180 livres de cocaïne et des dizaines de milliers de comprimés d'ecstasy. De milliers de comprimés d'ecstasy. C'était une entreprise stupéfiante pour un homme à peine dans la trentaine. Playboy du pot, un mode de vie flamboyant malgré ses efforts pour maintenir une distance vis-à-vis du trafic lui-même, Jimmy Cournoyer ne menait pas une existence modeste en retrait. De retour à Montréal, il cultivait l'image d'un jeune tyran du monde souterrain. Il arborait une petite amie mannequin, fréquentait des célébrités, conduisait des supercars exotiques dont l'un des voitures les plus rapides au monde autorisées à circuler sur la route. Ses fêtes somptueuses attiraient des stars de cinéma, et il était entouré de gardes du corps et de chauffeurs supposément issus des cercles de la famille mafieuse Risuto. Cournoyer était souvent aperçu dans des clubs exclusifs, dépensant sans compter et affichant un air d'insouciance absolue. Ce style de vie extravagant lui valut des surnoms de press people comme le Playboy du pot dans les médias québécois. Même alors que les forces de l'ordre se rapprochaient, Cournoyer vivait comme un personnage hollywoodien. À un moment donné en 2004, il roulait à fond dans sa Porsche lorsqu'il heurta violemment un véhicule, tuant un passager et entraînant son emprisonnement d'1 an pour des charges liées à l'accident. Ce séjour en prison en 2004 perturba brièvement ses opérations. Saying Piety, déjà complexe, s'effondra en partie pendant son incarcération. Libéré, Cournoyer dut séjourner dans une maison de transition à Montréal, mais cela ne le ralentit pas longtemps. Affichant un mélange de discipline et d'audace,
Il prit un emploi médiocre, transporter une vieille dame à ses rendez-vous afin de respecter les conditions de la maison de transition, puis passa ses heures libres à se réunir secrètement avec ses lieutenants dans des stations de métro et des parkings pour reconstruire son réseau. En très peu de temps, il recousit son organisation. Dès 2007, le trafic de drogue de Jimmy Cournoyer reprenait de plus belle juste au moment où l'enquête des forces de l'ordre se concentrait enfin sur lui. Fissure dans l'Empire, l'enquête de la DEA à la chute de Jimmy Cournoyer ne commença pas par une grande rafle ou une percée technologique, mais par un informateur qui se présenta spontanément, motivé par la vengeance. Au début de 2007, une ancienne petite amie d'un de ses dealers de bas niveau à Queens, New York, entra sans prévenir dans un bureau de la DEA sur Long Island. Elle était en colère et pressée de parler. Elle raconta aux agents l'implication de son ex dans un vaste réseau transfrontalier de marijuana et leur fournit une information décisive, le surnom du fournisseur canadien en chef. Ce nom était Cosmo. Les agents de New York ne connaissaient pas encore Cosmo, mais cette piste lança une enquête de 5 ans qui dépassa largement leurs espérances initiales. Une équipe spéciale multi-agence composée d'agents de la DEA, de détectives de la NIPD et de procureurs fédéraux se mit au travail. En moins d'un an, ils identifièrent et arrêtèrent le dealer de Queens mentionné par l'ancienne petite amie. Face à des accusations, il accepta de coopérer et confirma que son fournisseur, Cosmo, était un important trafiquant de Montréal. Les enquêteurs apprirent que ce surnom venait de l'immeuble résidentiel haut de gamme cité Cosmo à Laval, où habitait Cournoyer, mais ils devaient encore découvrir son vrai nom. En coordonnant leurs efforts avec les autorités locales de Laval, ils découvrirent rapidement que Cosmo était en réalité Jimmy Cournoyer, déjà connu au Canada comme un trafiquant expérimenté ayant subi plusieurs arrestations antérieures. Les agents commencèrent à écouter des téléphones, à faire passer des membres mineurs du réseau, et à mener des opérations sous couverture pour cartographier l'organisation élusive de Cournoyer. Un à un, les morceaux du puzzle s'assemblèrent. Ils découvrirent que des motards des Hells Angels et des contrebandiers Mohawk transportaient les marchandises de Cournoyer à travers la frontière. Ils suivirent les transferts d'argent depuis New York jusqu'à la côte ouest. Finalement, les enquêteurs eurent une percée lorsque l'un de leurs principaux transporteurs, Kenneth Créé, fut converti en informateur. Dans une manœuvre cruciale, Cournoyer avait donné à Créé un numéro de téléphone pour contacter un intermédiaire à Los Angeles. Quand les agents sous couverture appelèrent ce numéro, un homme né en Italie, Alessandro Taloni, répondit. Il s'avéra que Taloni n'était pas seulement associé à la mafia Risuto, mais aussi le directeur de Cournoyer sur la côte ouest, chargé de blanchir l'argent et d'acheter de la cocaïne au cartel de Sinaloa. Les agents surveillèrent Taloni pendant qu'il menait ses affaires en Californie. Dans une opération, ils le virent récupérer un chargement privé d'argent transporté par avion par l'un des courriers de Cournoyer, arrivé de New York. Taloni conduisit une Mercedes-Benz jusqu'au Beverly Hills Hotel, où il reçut une mallette contenant une autre importante somme d'argent, une transaction classique de blanchiment d'argent. Cette preuve suffit aux agents pour agir. Ils arrêtèrent Taloni et perquisitionnèrent ses propriétés, saisissant 49 kilos de cocaïne et près d'$1 million en espèces dans son appartement. Les dominos commençaient à tomber. Peu après, une action policière totalement indépendante apporta une autre chance inattendue. À la fin de 2010, des agents fédéraux de drogue de Long Island suivaient un petit trafiquant de marijuana nommé Dominique Curatola. Par hasard, Curatola avait besoin d'aide pour transférer une somme de $169 000 au Canada en novembre et Cournoyer proposa l'un de ses propres facilitateurs pour l'opération. L'homme envoyé était José Primo Castillo Medina, un opérateur originaire du Honduras, qui avait déjà travaillé avec les contacts du cartel de Cournoyer. Castillo Medina envoya une femme, Elizabeth Jennings, chercher l'argent chez Curatola dans un parking de Brooklyn sans savoir que les agents suivaient chacun de ses mouvements. Lorsque Castillo Medina arriva plus tard à l'appartement de Jennings pour récupérer l'argent, les agents foncèrent. À l'intérieur, ils trouvèrent les $169 000 en espèces, plus 500 livres de marijuana, des registres de drogue, des balances et d'autres éléments reliant l'opération à un grand fournisseur désigné uniquement par le code Primo. Grâce aux écoutes téléphoniques, l'équipe spécialisée confirma bientôt que Primo était Castillo Medina et que son client de New York, désigné sous le nom de Staten Island, était en réalité John Venizello, distributeur lié à la famille Bonanno. Avec cette découverte, les agents passèrent à l'action. Venizello également. Chez lui à Staten Island, ainsi qu'au domicile de ses parents, les autorités ont saisi davantage de marijuana, d'armes et de téléphones BlackBerry chiffrés, l'outil de communication préféré par la bande de Cournoyer. C'est sur le téléphone de Venizello que les enquêteurs ont découvert une des preuves les plus troublantes de l'étendue de l'influence de Cournoyer. Dans un message récent adressé à un autre complice, Venizello avait averti « Sérieusement, mec, j'espère qu'il ne découvre jamais que tu as dit un mot.
Jimmy entretient un fonds secret de 2 millions de dollars pour tuer quiconque le trahit. Cette déclaration confirmait l'existence du fonds secret que Cournoyer avait mis en place pour payer l'assassinat des informateurs ou des traîtres. Cournoyer n'exploitait pas seulement un empire de drogue, il était prêt à tuer pour le protéger. La chute, arrestation et condamnation. Dès le début de 2012, les forces de l'ordre avaient construit un dossier solide, pièce après pièce. Une grand jury fédérale de Brooklyn a inculpé Jimmy Cournoyer, le 20 janvier 2012, pour conspiration liée aux stupéfiants. Le filet se resserrait. Sensible au danger, Cournoyer tenta de s'enfuir. Il prit un vol vers Cancún, au Mexique, le 16 février 2012. Mais grâce à la coopération entre les autorités américaines et internationales, son évasion fut de courte durée. À son arrivée à Cancún, les autorités mexicaines l'attendaient. Elles disposaient d'un avis rouge Interpol concernant Cournoyer et l'ont immédiatement arrêté à l'aéroport. Refusant d'être embarqué dans un avion pour les États-Unis allant jusqu'à menacer de nuire à l'équipage si on l'y forçait, il fut finalement recouvert d'un sac et transporté sous escorte vers Houston après plusieurs jours de confrontation. Le chef mafieux canadien était désormais en garde à vue aux États-Unis. Au cours des 12 mois suivants, les avocats de Cournoyer se battirent avec acharnement, même en affirmant que sa capture au Mexique constituait une abduction illégale, mais la masse écrasante de preuves contre lui était irréfutable. Face à la perspective d'une peine à vie en cas de condamnation, Cournoyer choisit, en mai 2013, de plaider coupable à une série d'accusations, notamment la direction d'une entreprise criminelle continue, de conspiration en matière de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Ce plaidoyer survint quelques jours seulement avant le début de son procès. Il s'agissait d'une retraite stratégique, limitant efficacement son exposition pénale. En août 2014, Jimmy Cournoyer, âgé de 34 ans, comparut enfin devant un juge de la Cour fédérale de l'Est du New York pour la sentence. L'ampleur de son empire stupéfia même les fonctionnaires expérimentés. Les procureurs soulignèrent que si la marijuana n'attire pas autant l'attention que la cocaïne ou l'héroïne, les activités de Cournoyer avaient alimenté la violence et enrichi des syndicats criminels puissants à travers le monde. La Cour estima qu'une peine sévère était justifiée. Le juge Raymond J. Diry condamna Cournoyer à 27 ans de prison, une sanction qui reflétait la gravité de ses crimes. En outre, Cournoyer fut contraint de confisquer un montant impressionnant de 1 milliard de dollars, représentant les revenus estimés de son opération, et de remettre plus de 10,8 millions de dollars en espèces saisies dans ses propriétés. Il s'agissait l'un des jugements de confiscation les plus importants de l'histoire des narcotiques. Dans une touche médiatique surprenante, l'un des amis de Cournoyer, le champion canadien de MMA Georges Saint-Pierre, écrivit une lettre au juge en sa faveur, demandant clémence pour son ami surnommé « le roi du cannabis ». Saint-Pierre affirma plus tard qu'il souhaitait simplement que Cournoyer purge sa peine plus près de sa famille, au Canada. Mais après une forte réaction publique, le légendaire combattant de l'UFC s'excusa auprès des fans, reconnaissant que signer cette lettre avait été une erreur, compte tenu de la gravité des crimes de Cournoyer. Une note inhabituelle dans une affaire extraordinaire. Héritage d'un baron de la drogue. L'histoire de Jimmy Cournoyer constitue un exemple rare d'un trafiquant de drogue capable de réunir des factions criminelles qui, normalement, rivalisent ou restent cloisonnées. Dans sa vingtaine, ce « prince du cannabis » québécois commença à unifier des gangs de motards, des familles mafieuses et des cartels mexicains dans une seule entreprise coopérative, quelque chose de plus proche d'une multinationale criminelle que d'un gang de rue. À en croire tous les témoignages, Cournoyer était motivé avant tout par l'argent. Il était intelligent, travailleur et prudent dans bien des aspects. Il évitait d'utiliser les téléphones librement, ne manipulait pas directement les drogues et se mettait derrière des boucliers. Pendant des années, ses tactiques fonctionnèrent et son entreprise prospéra, relativement invisible aux yeux du public. Certains spéculent que, sans la chance inattendue d'un indice fourni par une ex-compagne mécontente, le consortium de Cournoyer aurait pu continuer encore longtemps à opérer dans l'ombre. Mais, en fin de compte, sa propre audace et sa brutalité assurèrent la chute de son empire. Le moment où il créa un fonds pour assassiner les informateurs marqua la résolution accrue des forces de l'ordre à le traquer et à y réussir. Aujourd'hui, Cournoyer est incarcéré dans une prison américaine, loin des pantous et des fêtes de son passé. Son ascension et sa chute semblent sortir d'un film, un jeune playboy à la tête d'un empire, qui s'est approché trop près du soleil. C'est un avertissement sur la manière dont la cupidité et l'orgueil peuvent renverser même les entreprises criminelles les plus sophistiquées. Comme le disaient les procureurs lors de l'annonce de la sentence, cette affaire envoyait un message fort. Même les rois de la drogue les plus puissants seront traqués et démantelés, peu importe leur apparence d'impunité. La carrière criminelle de Jimmy Cournoyer, du jeune cultivateur à l'importateur millionnaire, a finalement prouvé qu'une vie de crime, aussi glamour qu'elle puisse paraître, finit toujours par vous rattraper. Le contrat fantôme, Damian Ryan, les Hells Angels,
et la guerre clandestine d'Iran sur le sol américain. Le 29 janvier 2024, le département de la justice des États-Unis a rendu public un acte d'accusation qui a levé le voile sur un nouveau front sombre du conflit international. Ce n'était pas simplement un document d'accusation classique, c'était un plan d'opération pour la guerre hybride moderne, détaillant une conspiration qui s'étendait des plus hauts niveaux du renseignement iranien jusqu'au monde violent des gangs de motards hors la loi nord-américains. Le projet était aussi audacieux que terrifiant. Une machination de meurtre à prix fixe visant 2 dissidents iraniens vivant sous la protection supposée dans une banlieue calme du Maryland. Au cœur de ce réseau mondial se trouvaient 3 hommes, chacun incarnant une couche distincte d'une entreprise criminelle sophistiquée. L'instigateur présumé était Naji Sharifi Indashti, un trafiquant de drogue iranien opérant sous la protection et le contrôle de son gouvernement. Le principal contractant était Damion Patrick John Ryan, un Canadien de 43 ans, membre à part entière des Hells Angels, décrit par les forces de l'ordre comme l'un des criminels les plus prolifiques de son pays. L'opérateur désigné était Adam Richard Pearson, un affilié des Hells Angels âgé de 29 ans, fugitif de la justice canadienne, vivant illégalement au Minnesota, prêt à accepter les missions les plus risquées. Cette affaire révèle en détail une stratégie mondiale émergente et dangereuse connue sous le nom de « répression transnationale ». Il s'agit d'une tactique utilisée par des régimes autoritaires cherchant à étouffer leurs opposants et à exporter leur oppression intérieure, en faisant appel à des organisations criminelles établies. En utilisant des intermédiaires tels que des narcotrafiquants ou des gangs de motards, ces États créent plusieurs couches de déni, visant à assurer une plausible ignorance si le complot venait à être découvert. L'histoire de Damion Ryan n'est pas seulement celle d'un simple gangster. C'est une révélation sur l'alliance honteuse entre le pouvoir étatique et le crime organisé, ainsi qu'un avertissement selon lequel les guerres d'ombre du XXIe siècle se livrent désormais sur le sol américain. Partie I. Le contractant Damion, prolifique, Ryan pour comprendre comment un motard canadien est devenu le prestataire de choix pour une opération d'intelligence iranienne, il faut d'abord saisir que Damion Patrick John Ryan n'est pas un criminel ordinaire. Après une enquête longue de plusieurs années et portant sur plusieurs provinces, baptisée « Projet Diverge », qui s'est conclue en 2022, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, l'a qualifié de « probablement l'un des membres les plus prolifiques du crime organisé dans notre pays ». Ce n'était pas de la rhétorique. La carrière de Ryan témoigne d'un niveau de sophistication, d'une portée mondiale et d'une crédibilité violente qui en faisait un candidat exceptionnel pour le contrat fantôme de Zindashti. *** origine criminelle et affiliation *** sa base de pouvoir repose sur le paysage complexe et violent des gangs de Colombie-Britannique, mais son influence s'étend bien au-delà. Il est une figure clé de l'Alliance Wolfpack, une coalition moderne et multiculturelle de jeunes malfaiteurs, connue pour son ambition et ses liens directs avec les cartels mexicains. Contrairement aux anciens gangs racialement ségrégationnistes, l'Alliance Wolfpack fonctionne comme un réseau commercial pragmatique, une caractéristique que Ryan incarne pleinement. Son affiliation avec ce groupe démontre sa capacité à naviguer dans les alliances fluides et diversifiées qui définissent le crime organisé contemporain. Son affiliation principale, toutefois, est avec le club de motards outlaws le plus célèbre au monde. Ryan est membre à plein trait des Hells Angels, mais son appartenance revêt une distinction internationale cruciale. Il ne fait pas partie d'un chapitre canadien, mais du chapitre d'Attica, en Grèce. Cette connexion européenne est d'une importance stratégique, le plaçant à un carrefour vital des routes mondiales du trafic de drogue et d'armes. Cela le transforme d'un gangster régional en un acteur transnational doté d'un réseau s'étendant sur plusieurs continents. Son statut au sein du club est encore illustré par un détail subtil mais menaçant, la patch « Filthy Few » qu'on l'a vu porter sur son blouson. Bien que le club minimise publiquement sa signification, les agences de police considèrent largement que cette étoffe est un honneur accordé uniquement aux membres ayant commis, ou prêts à commettre, un meurtre au service des Hells Angels. C'est un CV de violence exposé au regard de tous dans le monde souterrain, signalant son rôle de bras armé de confiance et efficace. *** Une vie marquée par la violence, donner et recevoir. *** La vie de Ryan a été profondément marquée par la violence extrême, tant en tant que protagoniste qu'en tant que victime. Sa valeur élevée dans le monde criminel fut frappante en avril 2015. Alors qu'il était assis dans la salle à manger bondée de l'aéroport international de Vancouver, un tueur de 18 ans venu de l'Ontario s'est approché derrière lui et a pointé un pistolet contre sa nuque. L'arme a bloqué. Réagissant instantanément, Ryan a repoussé l'arme et s'est enfui en courant vers la sécurité, un moment capturé par les caméras de surveillance. L'échec de cet assassinat, supposé organisé par un rival, soulignait le danger constant auquel il était exposé ainsi que son importance hiérarchique dans le monde du crime. Sa notoriété devint tellement marquée qu'en mai 2021, la police de Vancouver a pris une mesure inhabituelle en l'incluant sur une affiche publique des 6 principaux menaces, le désignant comme une menace significative pour la sécurité publique en raison de son rôle central dans les conflits de gangs en cours. Il avait également été blessé par balle dans un restaurant en 2010,
consolidant encore davantage sa réputation de survivant des guerres de gangs brutales du Canada. Son casier judiciaire formel est aussi étendu que sa réputation sur le terrain. À l'époque de l'inculpation américaine, il était déjà incarcéré au Canada. Arrêté à Ottawa en février 2023, il faisait face à de nombreuses accusations liées au trafic illégal d'armes à feu et de munitions après une perquisition qui avait révélé 12 armes illégales importées des États-Unis. Il doit aussi comparaître à Winnipeg pour son rôle dans le « Projet Diverge », un vaste schéma international de trafic impliquant de la méthamphétamine, de la cocaïne et du fentanyl. Cette combinaison d'un réseau mondial, d'une réputation de violence et d'une expertise dans le trafic de stupéfiants et d'armes en font un entrepreneur criminel parfait. Il n'était pas simplement un membre de gang local. C'était un agent libre dans un monde souterrain globalisé, un homme dont les compétences en logistique, application de la force et réseautage étaient des biens disponibles à l'achat sur le marché international. Ce profil unique en faisait le contractant idéal pour un client atypique comme un proxy d'intelligence iranienne, qui recherchait un opérateur déniable doté d'une capacité avérée à la violence et d'un réseau capable d'exécuter une opération complexe sur le sol étranger. Les Hells Angels. Pendant des décennies, ce nom a été synonyme de fraternité, de rébellion et du route ouverte. Il se nomme un club d'adeptes des motos. La police les qualifie d'une entreprise criminelle sophistiquée et transnationale. La vérité se niche quelque part dans l'ombre, entre le rugissement d'un moteur et le silence d'une cellule de prison. Voici l'histoire d'un homme qui a vécu dans ces ombres, un criminel de carrière qui a gravi les échelons pour diriger la base la plus au nord d'un empire de drogue. Voici l'histoire de Charles Denver Phillips, surnommé Pup, membre des Hells Angels. Notre récit s'achève là où finit la route, Anchorage, en Alaska. Le 10 août 2018, une task force conjointe du FBI et des États de l'Alaska a exécuté 2 perquisitions synchronisées sur 2 lieux apparemment ordinaires. Un appartement calme dans le sud d'Anchorage et un chenil commercial sur l'Olsewa Highway. Derrière l'apparence d'un centre de garde d'animaux, à l'intérieur d'un conteneur métallique froid, les enquêteurs ont découvert plus de 10 livres de méthamphétamine de haute pureté. À l'appartement, le butin ne s'arrêta pas là. Les agents ont trouvé davantage de méthamphétamine, des balances numériques, du matériel d'emballage, et près de 25 000 $ en espèces, clairement les produits du trafic de drogue. Certains lots de méthamphétamine étaient emballés dans des sachets décorés de personnages du film Disney * Frozen *, un détail cruellement cynique pour une substance détruisant des vies. Mais les éléments les plus importants étaient 2 choses qui relient tout, des vêtements et des objets décoratifs portant fièrement l'insigne des Hells Angels et un registre détaillé des transactions de drogue. Ce n'était pas seulement une saisie de drogue, c'était l'arrêt d'une artère majeure d'un réseau allant des déserts du Mexique jusqu'en Alaska, et au cœur de ce système se trouvait Charles Pup Phillips. Phillips n'était pas un novice. Au moment de son arrestation en Alaska, les procureurs fédéraux l'avaient déjà classé comme « délinquant de carrière », un terme juridique réservé aux récidivistes ayant un passé de crimes graves. Son passé incluait 2 condamnations fédérales antérieures pour trafic de drogue, en 2006 et en 2009. Pour comprendre l'importance de ces dates, il faut saisir la structure de pouvoir des Hells Angels à cette époque. Les années 2000 furent une période de consolidation pour les chapitres arizoniens du groupe. Ils passèrent de simples acteurs régionaux à des distributeurs dominants de méthamphétamine dans le sud-ouest, établissant des alliances commerciales avec des cartels mexicains tels que le cartel de Sinaloa. Les cartels géraient la production. Les Hells Angels, grâce à leur vaste réseau, assuraient la distribution en gros à travers les États-Unis. C'est dans ce monde que Phillips a fait ses premiers pas. Ses condamnations en 2006 et 2009 prouvent qu'il était un acteur actif et de haut niveau au cœur de cette entreprise criminelle. Pour les Hells Angels, le temps passé en prison pour la cause est souvent considéré comme un badge d'honneur. Pour Phillips, ces condamnations étaient ses références, preuve de sa loyauté et de son expertise. Il n'était pas simplement un motard tombé par hasard en Alaska. C'était un spécialiste, un logisticien de confiance envoyé établir et gérer un marché rentable à distance pour de la méthamphétamine fournie par les cartels. Les Hells Angels d'Arizona sont devenus si puissants que l'ATF a lancé une vaste enquête sous couverture de 21 mois baptisée Opération Black Biscuit afin de les abattre. De 2001 à 2003, un agent s'est infiltré dans le gang, rassemblant des preuves de meurtre, de racket et de trafic de drogue. Mais quand le dossier arriva devant les tribunaux, il s'effondra. Des chefs d'accusation essentiels furent rejetés, et la plupart des membres inculpés sortirent avec des peines légères. Une organisation criminelle qui survit à une attaque pareille ne reprend pas simplement ses activités comme avant. Elle s'adapte, elle apprend, elle devient plus résiliente. L'échec de l'opération Black Biscuit a probablement encouragé les Hells Angels d'Arizona, leur enseignant comment mieux protéger leurs opérations. Charles Phillips, opérant juste après cette victoire stratégique, aurait été un praticien de ces méthodes évoluées, techniques qu'il appliquerait plus tard en Alaska.
La logique derrière l'opération en Alaska était simple, l'économie. Les organisations de trafic ciblent spécifiquement cet État en raison de sa solitude, qui leur permet de vendre leurs produits avec une marge énorme. Phillips fut envoyé au nord pour gérer cette étape finale lucratrice. Son rôle consistait à recevoir les livraisons venues du sud, à gérer l'inventaire et à superviser le réseau de distribution. La sophistication de son opération révélait les leçons apprises en Arizona. La grande majorité de la méthamphétamine, plus de 10 livres, était stockée dans le conteneur métallique du chenil, une affaire légitime servant de couverture. Seulement une petite quantité, en cours d'utilisation, de 120 grammes était gardée à son appartement. C'est une stratégie classique de compartimentation utilisée par les trafiquants professionnels. Elle isolait le stock principal des risques liés aux ventes quotidiennes. Le 7 août 2018, les enquêteurs ont observé comment la femme de Phillips conduisait au chenil, retirait une certaine quantité de méthamphétamine du conteneur, puis revenait à l'appartement. Peu après, Phillips effectuait une vente de 401 grammes. C'était un système juste à accent gravetant, conçu pour minimiser les risques et les pertes potentielles. Mais la pièce d'évidence la plus accablante était le registre. Il ne listait pas seulement les ventes et les dettes, mais contenait aussi une liste de prospects des Hells Angels à travers tout l'État de l'Alaska. Cela relevait désormais d'un plan stratégique de colonisation criminelle. L'argent tiré du trafic était le moteur, mais le recrutement de nouveaux membres constituait l'objectif à long terme. Phillips ne vendait pas seulement de la méthamphétamine. Il utilisait les profits pour construire l'infrastructure d'un empire permanent des Hells Angels dans le nord. Face à une masse écrasante de preuves, Phillips a plaidé coupable. Même ainsi, il a tenté d'entraver la justice, un dernier acte de défiance noté par le tribunal. Le 30 octobre 2019, la juge fédérale Sharon L. Gleason a prononcé la sentence. En citant son rôle de leader, ses 2 condamnations antérieures et son statut de délinquant de carrière, elle a condamné Charles Pup Phillips à 18 ans de prison fédérale. Sa carrière criminelle, commencée dans les déserts d'Arizona, s'est terminée dans le Nord gelé. L'affaire de Charles Phillips est un rappel frappant du fait qu'au-delà des vestes en cuir et du chrome brillant se cache une organisation criminelle disciplinée et dangereuse, dotée d'une influence mondiale et d'une ambition implacable de développer son empire, 1 kilo à la fois.